surveillance de chimiothérapie. Et donc on commence, soulève la transplantation. Donc j'enchaîne. Hein, Et je modère avec Théo. Voilà. Alors, du coup, on va avoir besoin de votre avis parce qu'il y a eu de nombreux débats pour ce patient. On n'était pas tous d'accord. Alors, c'est un patient de 47 ans qui avait aucun antécédent, 1m83, 98 kg, qui en fait consulte un gastro-entérologue pour des épigastralgies en octobre 2017. Et puis, il a une gastrite antrale et des dépôts d'amylose qui n'étaient pas typés. Et puis voilà. Finalement, au mois d'avril 2018, il consulte un cardiologue pour dyspnée et le cardiologue qui retrouve une HVG fait le rapprochement avec cette amylose dans la fibroscopie et lui prévoit une IRM. Et sur l'IRM, donc, il a vraiment un aspect typique d'amylose. Donc, il prévoit de nous l'adresser. Sauf qu'entre deux, le patient va en vacances et il est hospitalisé donc, pour une première décompensation cardiaque. Et il arrive donc, chez nous au mois d'août et on fait rapidement le diagnostic d'amylose AL avec donc, sur une MGUS des kappa très élevés, un stade 3 de la Mayo Clinique avec un NT-proBNP à 11 300, une troponine à 340, une créatinémie à 155 micromoles par litre, une calcémie normale, une hémoglobine normale et pas de lésion osseuse. Ça, c'est sa scintigraphie HMDP. Alors, on a l'impression qu'il y a une petite atteinte pulmonaire. Enfin, voilà. Et il se plaint quand même de malaise en orthostatisme, mais on n'a jamais objectivé d'hypotension au test pendant la tension. Donc finalement, on retient amylose AL kappa sur MGUS avec une atteinte cardiaque stade 3B de la Mayo Clinique, une atteinte digestive, plus ou moins rénale, plus ou moins pulmonaire et plus ou moins dysautonomie. Donc plutôt un patient ayant une amylose AL avec une atteinte systémique. Je ne sais pas si vous êtes tous d'accord. Que va-t-on lui proposer comme traitement? Donc on va lui proposer le traitement classique selon ce qui est recommandé, Velcade, Endoxan, Dexaméthasone. Donc il a son J1C1 le 23 août. Et à J5, on lui introduit de façon séquentielle, comme vous l'a expliqué Thibaut Damy, de la dexaméthasone. Mais habituellement, dans le protocole, c'est 40 mg. Et nous, vu la sévérité, on lui injecte que 10 mg. Le patient, bien sûr, fait une deuxième décompensation cardiaque juste après la chimiothérapie, assez sévère. Et la question, c'est est-ce que vous pensez qu'à ce stade-là, il faut se poser la question de l'indication de greffe? Parce que clairement, on a un patient de 47 ans qui est très sévère sur le plan cardiaque, qui a déjà décompensé avant même le traitement et qui décompense avec juste à J1, la moitié du traitement par chimiothérapie. Et on lui fait donc un bilan pré-greffe, minimal. Et donc, il a une HTAP post-capillaire, il aggrave sa fonction rénale, il a un NT-proBNP qui augmente à 15 000. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, finalement, on le présente au staff multidisciplinaire et on retient le bilan pré-greffe cardiaque avec indication d'inscription sur liste et on lui pose une live vest étant donné qu'il est sur liste de greffe pensant qu'il va être transplanté rapidement. Alors, la question c'est qu'est-ce que vous pensez de cette décision de staff? Est-ce que si vous étiez dans votre centre, est-ce que vous auriez pris cette décision comme nous de proposer cette greffe à ce patient de 47 ans? Pas sûr. Pourquoi? C'est vrai qu'il... Alors, l'atteinte... Tout à fait. Ouais. Alors, l'atteinte DIGE, on a refait une fibroscopie gastrique parce qu'elle datait quand même d'octobre 2017. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas, sur le plan macroscopique, on n'avait pas une atteinte sévère. Donc, ça ne nous gênait pas, l'atteinte digestive. Mais, effectivement... Juste peut-être pour préciser, c'est qu'effectivement, ce qu'on contre-indique, c'est l'atteinte macroscopique, c'est-à-dire quand on voit que l'estomac est complètement boursouflé avec des zones saignantes. Là, c'est la biopsie, c'était au niveau des vaisseaux de l'estomac. Et en fait, il avait une amylose qui était préférentiellement vasculaire avec une atteinte de tous les vaisseaux du corps, en fait. Voilà. Mais en fait, finalement, son estomac n'était pas dans une amylose cataclysmique. Voilà.
très bonne question. Donc, ça a été très débattu parce qu'il y en a qui étaient pour l'inscrire, surtout quand on fait la connaissance de Monsieur M. On a quand même envie d'aller lui proposer la greffe, voilà. Et puis, il y avait oui sous condition. Alors, c'est clairement ce qu'on s'est posé comme question. Est-ce qu'il faut lui transplanter le rein associé au cœur? C'est vrai que ça paraissait quand même compliqué de transplanter ce patient avec une créate et une altération de la fonction avec une clairance à 35. Et puis, il y avait d'autres qui ne voulaient pas parce que l'atteinte était systémique et qu'on n'avait pas eu le temps encore d'évaluer sa réponse hématologique. Donc, voilà. Donc, sachant qu'il n'est pas en choc cardiogénique, on a un peu le temps. Quoi. Oui, mais clairement, il faut se poser la question assez rapidement parce que... Bien sûr, il faut avancer le bilan, mais là de dire non, on n'a pas de réponse hématologique à évaluer, on peut aussi faire une bilan pré-greffe et puis laisser le temps d'évaluation et puis mettre une CIT c'est vrai que nous, on a fait le bilan pré-greffe et on a décidé de l'inscrire sur la liste devant la gravité. Oui, alors après, parfois sur liste, on se rend compte que les patients... Voilà, c'est des paris, mais c'est vrai que c'est compliqué. On peut toujours mettre une CIT en attendant d'évaluer... Tout à fait. Mais plus on attend... Ouais, en fait, le problème, c'est... Tu as raison, mais le problème, c'est qu'on n'a jamais les organes qui tombent du ciel comme ça. Donc le délai moyen, c'est 3 mois. Enfin, toi, ils n'arrivent jamais. Et avec le score... Et... En fait, c'est assez dur. En disant, mais on ne peut pas évaluer la réponse hématologique. Oui, mais... Ils ne nous laissent pas le temps, c'est ça le problème. C'est ça. Si on attend la réponse hématologique pour faire le bilan et les inscrire, c'est ce que tu dis, c'est trop tard. On est tout à fait d'accord. Et donc c'est le problème de pouvoir toujours évaluer les choses en permanence, aussi bien le traitement, l'évolution et la nécessité de l'inscrire ou de le mettre en CIT. Je vous rassure, moi j'étais pas dans le non, hein. J'étais d'accord avec cette décision. Donc la greffe rénale, effectivement, donc nous avons donc eu une réunion avec nos collègues néphrologues et puis pareil, hein, c'était très débattu aussi auprès des néphrologues. Il y avait des néphrologues qui disaient bien sûr il faut faire une greffe associée et d'autres qui disaient c'est peut-être du bas débit, c'est peut-être tout simplement hémodynamique et une greffe cardiaque va réverser cette dysfonction cardiaque. Donc sur le plan, donc il avait une créatinémie aux alentours de 150-160, pas de protéinurie, il avait 0,22 grammes par 24 heures, une protéinurie Ben Jones, une échographie rénale normale et une scintigraphie des MSA normale. Alors, juste sur l'évolution de la créate avant, parce qu'il était déjà vu un an avant, on a une idée de... Il n'avait aucun antécédent, en fait, finalement, voilà. Donc, finalement, la décision du staff a été de lui proposer une greffe rénale. Donc, on lui a fait une greffe rénale, excusez-moi, une biopsie rénale. Et donc, à cette biopsie rénale, par voie transjugulaire, on a retrouvé 50% de fibrose et la présence d'amylose. Donc, autre message, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de protéinurie et de syndrome néphrotique qu'il n'y a pas d'atteinte rénale de son amylose. Donc, finalement, on retient l'indication de lui proposer la transplantation cardiaque et rénale. Je vous rappelle, ces patients-là, qui sont, tout à l'heure je l'ai montré, ces patients-là sur la liste meurent vite. Donc il faut aller vite et il ne faut peut-être pas attendre. Donc l'évolution. Le patient s'aggrave juste après la chimiothérapie. Finalement, on rediscute avec nos hématologues. Pareil, donc on voit que les chaînes légères diminuent. Donc il a commencé fin août, on est... le 8 octobre, et on voit quand même que les chaînes légères diminuent. Mais clairement, il a eu la moitié d'une première cure. C'est un peu compliqué d'évaluer la réponse. Et puis finalement, les hématologues décident de le mettre sous daratumumab pour 2 raisons. La première, peut-être que le Velcade a été toxique. Et la deuxième, il supportera mieux le daratumumab. Il faut savoir que le daratumumab, en général, il est administré avec la dexaméthasone. Et donc là, on lui a mis du Zolipred à petite dose et malheureusement il a fait le bronchospasme sévère juste après le daratumumab. Alors, que pensez-vous de ce changement de traitement? Est-ce que vous pensez que c'est adapté ou pas d'avoir décidé ça? Pareil, il y avait beaucoup de friction.
Le problème, en fait, c'est qu'on n'a pas pu lui faire la DEXA à la fin parce qu'il décompensait à chaque fois. C'était ça? En fait, il a décompensé. Il avait plus de DEXA, en fait. Il avait plus de chimio complète. Il avait eu juste Velcade et DEXA 10 mg. Et juste avec ça, les hématologues ont décidé de changer alors qu'on n'avait pas vraiment de... Enfin, on avait un début de réponse partielle, mais on n'avait pas assez de recul. En tout cas, on ne pouvait pas dire que le VCD était inefficace et on avait décidé de le mettre sous daratumumab. Et donc, il y avait quand même pas mal de friction encore entre les cardiologues, les hématologues, puisque les hématologues on traite à tout prix et nous, les cardiologues, on est dans la prudence de la toxicité de la chimio, de la décompensation. Est-ce que le DARA la tolérance du DARA est meilleure ou pas par rapport au VCD? A priori, c'est ce qu'on remarque, mais quand même, il faut mettre il y a de l'examéthasone qui est associé au DARA. Et donc, on a quand même mis des corticoïdes parce qu'il y a un risque de bronchospasme. Et ce patient a justement fait un bronchospasme très sévère. En fait, c'est exactement pareil que pour le patisiran et le DARA. C'est que là, dans le protocole, tu dois injecter de la DEXA IV à visée anti-allergique. Sauf que la DEXA agit également sur le clone, mais également sur le cœur. Voilà. Et donc, en fait, on se retrouve avec l'effet toxique de la DEXA, qui n'est pas donné pour l'amylose, aussi bien dans la TTR que là dans la L, qui est donné à visée anti-allergique. Alors, donc finalement, voilà. En fait, nous, les cardiologues, alors, il y a certains qui disaient non, il ne faut pas changer de chimio. Alors, il y a des hématologues qui disaient non, il ne faut pas changer de chimio, le VCD va marcher, c'est l'indication, il n'y a pas d'indication à changer de chimiothérapie. Il y en avait qui étaient vraiment pour le DARA, et puis nous, on était plutôt, non, en fait, on ne veut plus faire de la chimio, laissez-le tranquille, on le transplante, puis on voit après. Mais finalement, c'est encore les hématologues qui ont gagné, puisqu'ils ont décidé de poursuivre la chimiothérapie par le daratumumab. Finalement, il n'a pas trop eu le temps en fait, d'avoir la poursuite de sa chimiothérapie parce qu'il a évolué vers un état de choc cardiogénique. Donc le 10 octobre, il s'aggrave, prise de poids, œdème, surchange jugulaire. Il a une cytolyse hépatique à 3 fois la normale, une majoration de la créatinine à 280 et un NT-proBNP à 39 000. À l'écho, il a une ITV sous-aortique à 7, un débit cardiaque à 2,6 mais indexé à 1,1 et une fraction d'éjection à 15%. Alors, qu'est-ce que vous lui proposez? Pareil, ça a été entre cardiologues et réanimateurs, encore un sujet de débat et tout le monde n'était pas d'accord. C'est compliqué parce que quand on est dedans, vraiment, c'est très compliqué. C'est facile quand on raconte l'histoire, mais c'est très compliqué quand on est dedans. Tu veux faire un vote peut-être qui fait de la DEXA, c'est ça? Alors, donc je vais vous donner les 3 options. Qui va lui poser d'emblée une ECMO? Qui va lui mettre de la dobutamine? Qui va lui proposer un traitement palliatif en laissant tomber l'option de la greffe? Bien sûr, l'ECMO, Pardon? Lui, il veut vivre. Il est jeune, il n'avait aucun antécédent, il travaillait, il a sa femme, il a ses 2 petits-enfants. Enfin voilà, et lui, il se retrouve... il était plutôt en bon état général avant cette histoire, quoi. Donc oui, il y avait un projet puisqu'on avait décidé de lui proposer une greffe cardiaque et rénale. Là, il est en état de choc. Alors, on fait un vote qui met de la dobutamine, qui met d'emblée l'ECMO. Bon, je vois que vous étiez d'accord avec nous, les cardiologues, puisque les réanimateurs n'ont pas pris cette option. Donc ça, c'est évidemment les réanimateurs qui ont décidé. Juste une petite question de l'écho, mais avec les chaînes légères, ils ne thrombosent pas, il n'y a pas une... ECMO ne thrombose pas, genre l'anticoagule à mort et puis... il n'y a pas des thrombines? Je pense qu'ils ont plus de complications infectieuses au niveau du scarpa ou hémorragique. Il n'y a pas trop de thrombines. Il n'y a pas une viscosité sanguine qui fait que ça pose problème? Non, j'ai pas l'impression dans cette expérience. Donc finalement, les réanimateurs n'ont pas voulu aller d'emblée à l'ECMO parce que, mais c'était justifié, de peur d'être trop invasif avec ce patient, d'avoir les complications de scarpa, les hémorragies et d'avoir une porte d'entrée infectieuse. Donc c'était plutôt parti pour mettre de la dobutamine, ce qui a été fait. Et puis il a amélioré évidemment son ITV sous-aortique, mais sur le plan biologique, c'est
pas top, puisque les lactates ont même augmenté. La créate, elle est globalement stable à 262. Il a toujours son cytolyse hépatique. Et donc, finalement, on lui pose l'ECMO. Le 11 octobre. Ouf. Avant le décès, parce que c'était notre principale crainte, c'est qu'il s'arrête, en fait, qu'il ait la dissociation ou la déférence multiviscérale. Il s'améliore franchement. Il a une créatinémie à 143 à J10 et une normalisation du bilan hépatique et des lactates qui se normalisent. On reste toujours sur le projet de la transplantation cardiaque et rénale chez un patient qui est extubé, qui nous dit clairement qu'il n'a jamais été aussi bien depuis qu'il est malade sous ECMO. Et le 22 octobre, on a un appel de greffe à J10 d'ECMO, le seul appel de greffe. On n'a eu aucun appel de greffe pour ce patient, 90 kg, mais surtout on n'a eu aucun appel de greffe. Voilà. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de propositions de greffons, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'était la seule proposition. C'était une donneuse femme de 35 ans qui faisait 70 kg. Est-ce que vous prenez ce greffon? Alors là, c'était plutôt un combat entre les chirurgiens cardiaques et les cardiologues. Non, c'était à 18h, ça va. Qu'est-ce que vous auriez fait? On est à J10, on sait que l'assistance chez ces patients, c'est pas trop indiqué et il avait une dysfonction biventriculaire. Le patient est extubé, il nous parle, il stresse tous les jours parce qu'il n'y a pas de proposition de greffon. Un Steven qui allait le voir tous les jours et qui remontait un peu stressé. Alors 35 ans, bon greffon, hémorragie méningée, 70 kg. Il y a quand même un gros mismatch. On sait très bien que les donneuses femmes sont de moins bonne qualité pour les hommes que les donneurs masculins. Et il faut un mismatch de 20% en général. Voilà. Alors, les greffeurs. Et juste, là, c'était pas avec le score, parce que maintenant il propose. Ah bah là, il était. Si c'était avec le score, c'était en octobre 2018, donc il avait l'ECMO, il était au maximum. Si, c'était depuis le mois. Oui. Ah oui. En fait, on n'a pas mis de cut-off, exactement. Donc, finalement, on a poussé un peu pour que les chirurgiens acceptent, parce qu'ils ne voulaient pas accepter en disant qu'il y avait un trop grand mismatch, c'était un greffon de femme. Et nous, on a poussé en disant que clairement, c'était sa seule chance. On n'avait pas eu une proposition de greffon depuis 10 jours. Nos collègues voisins aussi avaient des difficultés à transplanter leurs patients. Et on a proposé de faire cette greffe en laissant l'ECMO en place, en post-opératoire, puisqu'il y avait probablement à avoir une dysfonction ventriculaire droite. Donc finalement, il a été transplanté le 23 octobre. Il a eu donc plein de soucis en post-opératoire, un choc hémorragique sur la loge rénale, il a été transfusé, oligoanurique, il a été dialysé, il a été explanté de l'ECMO 7 jours après. On n'a pas réussi à l'extuber parce qu'il a eu la pneumopathie. Il a eu ensuite une bactériémie à staphylocoque. Et puis finalement, il a repris une diurèse le 16 novembre. Il a amélioré sa fonction rénale. Et le 27 novembre, il a 97 de créatinine. Voilà. Il n'a pas de rejet sur la biopsie. Il a un bon greffon cardiaque et rénal. Et donc, il est rentré chez lui. Voilà. Je rappelle que ce patient n'était absolument pas traité pour sa maladie hématologique. Que fait-on avec la chimiothérapie? Donc, est-ce qu'on doit la reprendre? Oui, non, quand? Voilà, il a quand même un peu... Alors, quand on regarde les chaînes légères, donc clairement, il a été transplanté le 23 octobre. On voit que ça continue de baisser sous immunosuppresseur. Donc, on le laisse un peu tranquille. Et puis, on voit que ça remonte un tout petit peu. Mais vraiment... On est à 181 le 19 novembre, 193 le 3 décembre. Donc oui, au staff, avec les hématologues, on a décidé de reprendre la chimiothérapie parce que la maladie hématologique n'est pas contrôlée, il y a un risque de récidive. Et on a décidé de le traiter par Velcade comme ce qu'il avait en première intention, puisque maintenant il avait un cœur qui fonctionnait correctement. Donc quand on regarde, il a été greffé à ce moment-là, et donc ça, ce sont ces taux de chaîne légère avec une fonction rénale normale. Voilà, il est toujours en cours de chimiothérapie, il va très bien, et il est en très bonne réponse hématologique. Et il est asymptomatique sur le plan fonctionnel.
Ah oui, oui. Il en place un. Ah oui, oui. Ah oui, son greffon cardiaque marche bien. À chaque fois, on vérifie dans les biopsies de contrôle pour vérifier le rejet. Donc, il n'a jamais eu de rejet. On vérifie s'il n'y a pas d'amylose et la fonction rénale est correcte. Voilà. Alors, moi, je pense qu'il avait une atteinte pulmonaire. Après, les EFR, il n'y avait rien de particulier. Au scanner, il y avait des images mais qui pouvaient être compatibles avec de l'OAP. C'est très dur de faire le diagnostic d'amylose pulmonaire. Je pense que sur la scintigraphie, je ne sais pas ce que tu en penses, Thibaut, mais pour moi, il y a une atteinte pulmonaire. Donc, en conclusion, faut penser tôt à la greffe. Hein, vous voyez bien dans cet exemple-là, il ne nous a pas trop laissé le temps, ce patient. Ce qui est assez triste, c'est que déjà au mois d'octobre, il avait de l'amylose sur sa fibro et que finalement, on a perdu du temps et il se retrouve transplanté. Alors, peut-être qu'il n'aurait pas été transplanté si on avait fait le bilan avant. C'est vrai que ce patient-là, c'était très difficile de discuter parce qu'il avait une atteinte systémique un peu limite, je trouve, quand même. Je pense que s'il avait eu 60 ans, ou peut-être un peu plus, ou s'il avait été un peu en mauvais état général, on n'aurait pas été jusque-là. C'était un pari quand même pour ce patient. Et je pense qu'il faut peut-être pas... Il faut vraiment stopper la chimiothérapie assez rapidement quand ces patients décompensent vite et le reprendre après la greffe, avant le décès. Et pas de dobutamine quand il passe en choc cardiogénique. S'il y a un projet de greffe, il faut passer d'emblée à l'ECMO et discuter de façon multidisciplinaire avec tous les protagonistes. Parce que vous avez publié un papier sur Dobu plus amylose AL, comme quoi c'est 5 jours, je crois. La médiane de survie est de 5 jours, exactement. Et pourtant, il ne vous écoute pas, quoi. Non, après, sur ce papier... Alors, non, mais c'est justifié parce qu'on a déjà mis des ECMO à des patients et après, on a des complications infectieuses, des complications hémorragiques. Donc, on est toujours voilà, sur le moment, c'est toujours difficile, on est dans le bénéfice... Mais effectivement, je suis d'accord, c'est que s'il y a un projet de greffe et qu'il est en choc cardiogénique, il faut aller d'emblée à l'ECMO. Et nous, les patients qui ont été mis sous Dobu dans cette cohorte de patients, c'était aussi beaucoup de patients qui n'avaient pas de projet de greffe. Donc, mais la médiane de survie est de 5 jours. Finalement, le fait que ce soit qu'un dossard, ça n'a pas posé de problème? Finalement, non. Je pense parce qu'on a bien fait d'avoir laissé l'ECMO en post-opératoire. À mon avis, on aurait probablement eu une défaillance VD post-opératoire si on n'avait pas laissé l'ECMO. Voilà, voilà. Vous avez d'autres questions? Attends, on devait parler avec le micro. Moi, j'ai juste une petite question tout à fait intéressée sur la transplantation sur les amyloses AL. Est-ce que la médiane par rapport à... Enfin, le temps par rapport à la découverte de la maladie et au traitement de la maladie dans ce que vous avez présenté tout à l'heure, est-ce que c'est que des malades qui font une amylose AL, dysfonction aiguë, on vient la découvrir, ou est-ce qu'il y a des malades que vous avez transplantés après une évolution, le patient, on lui fait le diagnostic, il est traité, il n'a pas d'atteinte cardiaque majeure, et avec le temps, on a une atteinte cardiaque qui se met en place, alors même qu'il n'y a pas de récidive ou de rechute hémato? On a des patients qui sont en réponse hématologique complète et qui progressent sur le plan cardiaque. Ça, on en a. C'est finalement les patients les plus faciles parce que c'est eux qui ont le meilleur pronostic puisqu'ils sont guéris de leur maladie hématologique. Et je dirais que c'est les plus simples finalement. En général, ils ont une atteinte cardiaque isolée et les plus difficiles, c'est ceux qui arrivent dans un état sévère auquel ils ont une atteinte un peu systémique et qui sont en cours de chimio sans qu'on puisse évaluer la réponse hématologique. Ça fait un peu le pendant avec le cas de Dania aussi, hein, du patient très sévère qui s'est amélioré rapidement après avoir répondu à la chimiothérapie. On voit que c'est complexe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des super répondeurs. Donc le patient de Dania, si on l'avait greffé, finalement, ça aurait été dommage. Et puis on voit qu'il y a des patients, ils s'aggravent, et ils répondent. Ils peuvent plus avoir la chimio tellement ils sont graves en fait. Voilà. Et ceux-là, faut sûrement les greffer si ils sont jeunes et si, comme tu l'as montré, quoi. Et puis il y a cette troisième catégorie de patients que tu décris, qui sont effectivement des patients qui ont répondu à la chimio et qui évoluent après sur leur forme cardiaque. Parce qu'en fait, il faut bien distinguer la réponse effectivement hématologique et la réponse cardiaque. Et puis d'autres qui nous reviennent maintenant après 5-6 ans où ils ont été traités pour une amylose AL et ils développent de l'insuffisance cardiaque, avec toute la question de savoir qu'il n'y a pas de chaîne. Et non, en fait, c'est l'évolution de la cardiopathie où les dommages cardiaques continuent d'évoluer tout seuls. Et du coup, vous refaites un bilan ANAPAT avec. Est-ce qu'il faut prouver l'atteinte? Parce qu'on se dit, parce qu'on a une patiente comme ça qui vient d'arriver,
Est-ce qu'on a besoin de prouver que c'est bien une amylose AL cardiaque avec une biopsie VG, enfin VD, avant de lancer tout le bilan, ou est-ce qu'on dit en fait c'est sur l'anthracycline, enfin sur les chimios Mais elle a été traitée pour une amylose AL. Oui, oui. En fait, la patiente, elle est il y a 10 ans, elle est traitée pour une amylose AL. Elle a donc les critères tropo un peu hypertrophiés. Elle est suivie comme ça, tout va bien. Et là, elle arrive avec une CMD BV, un bas débit et une grande détresse. Donc, elle est jeune, elle n'a pas d'autres défaillances. Et donc, est-ce qu'on se dit, c'est l'amylose AL qui a évolué avec le temps, ce que je pense. Et donc, on va à la transplantation en cherchant des contre-indications. Est-ce qu'il y a une atteinte rénale, est-ce qu'il y a une atteinte digestive, tout ça, ou est-ce qu'il faut une preuve histologique? Tout dépend du phénotype de l'échographie, etc. Mais moi, quand on se lance dans une transplantation, on n'est pas une biopsie prête, après, alors qu'elle va en avoir plein après si ça passe. Moi, pour comprendre ce qui se passe, est-ce que c'est vraiment la bonne maladie qu'on traite? Alors maintenant, c'est l'amylose. Là, nous, on a 3 cardiopathies en même temps, on découvre des choses. On se rend compte que si on ne va pas chercher, on ne trouve pas. Donc si elle a une forme de myocardite qui s'est développée sur son greffon ou je ne sais quoi, une sarcoïdose ou autre, et qu'il y a un autre traitement, moi je ferai la biopsie. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, alors là, sans arrière-pensée, surtout si on va vers une greffe, et qu'elle est jeune et qu'il y a quelque chose pour comprendre. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Oulef, mais je pense que nous, ce qu'on a compris, c'est que quand on ne comprend pas et que c'est complexe, finalement, alors on ne fait pas des biopsies myocardiques à tout le monde, mais souvent, la biopsie myocardique nous a permis de nous sortir et de nous aider à prendre les patients en charge mieux, Juste pour info, on a eu un patient assez jeune qu'on a inscrit sur liste de greffe parce qu'il avait une amylose extrêmement sévère. Puis finalement, au bout de 4 cycles, il était en réponse complète. On a décidé d'arrêter la chimio. Puis en fait, il s'est franchement amélioré. Donc là, il est en contre-indication temporaire. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais c'est très compliqué. Parce qu'on se dit... On va transplanter peut-être un patient pour rien, c'est pas rien quand même la greffe, et en même temps, si on ne l'inscrit pas, peut-être qu'il va mourir avant, et du coup on va s'en vouloir. C'est toujours très très difficile de prendre ces décisions. Finalement, c'était plus simple pour lui parce qu'il a fait le choc cardiogénique. Mais voilà. Je crois que si vous avez des patients comme ça, ou vous êtes un centre greffeur ou pas greffeur, il faut appeler Soulef, elle va vous donner son 06, vous pouvez après faire d'autres trucs. Parce que c'est hyper complexe et je crois d'avoir un deuxième regard un peu avec l'expérience de Soulef qui vous avez vu est très diplomatique parce qu'elle tient le coup avec les hématos, l'USIC, la REA, enfin à peu près pour essayer de faire le mieux pour les patients. Et il ne faut pas hésiter à, effectivement, à mon avis, s'appeler ou autre. Voire, des fois, on voit des patients, alors qu'on ne va pas les greffer chez nous parce qu'il y a un autre centre, enfin, on en a eu plusieurs, de Grenoble ou autre, où des fois, même, on prend le patient avec notre expérience, qui est ce qu'elle est, mais évidemment, comme on a concentré pendant 10 ans les patients les plus sévères, juste pour dire qu'est-ce qu'on ferait nous, et on n'a pas forcément la meilleure idée, mais des fois, ça permet de se mettre la tête au clair, sachant que les patients évoluent dans le temps. C'est pas simple, en tout cas. On ne sait pas si on prend toujours la bonne décision. Non, c'était juste pour terminer sur la question des patients qui ont été traités pour une amylose AL, qui ont très bien répondu et qui s'aggravent, notamment les patients âgés. Vous avez eu des cas de coexistence amylose AL et TTR? On n'en a pas encore eu de souvenirs, mais ça a été décrit dans la littérature. C'est-à-dire que des patients qui vont switcher d'amylose dans le temps, je crois que c'est un papier, non, c'est pas les Anglais qu'on a, l'équipe de... Voilà. Donc c'est pour ça que nous, on fait une scintille HMDP à tous les patients. D'abord pour être sûr que c'est bien une amylose AL, donc si c'est normal, on est sûr si c'est une amylose AL. S'il y a une fixation, on sait que 7% des amyloses AL fixent, mais là, dans ce cas, on ira voir s'il ne faut pas faire une biopsie pour vraiment typer correctement l'amylose et l'envoyer à Magali ou autre. Et je crois qu'on en avait un truc comme ça ensemble, non? Ça tombe bien, Magali est là. Il y a la Manu qui a décrit ouais. Papier avec un cas d'amylose double voilà. sur leur cellule. Donc, c'est-à-dire que là, c'est... Des amyloses doubles dans le même organe où il y a une topographie différente. Donc ça, on va dire vasculaire comme les Anglais et interstitielle. Des amyloses doubles où on a une biopsie intentée et 10 ans plus tard, on trouve un autre type d'amylose au patient. Et les amyloses où là, par contre, je trouve très obscur et il ne donne pas de détails, il diagnostique une double amylose de même topographie dans le même organe. Là, je ne sais pas comment ils font. Donc, on voulait que vous sortiez de la soirée avec des idées claires, en fait, de la journée. Donc, depuis le début, là. Voilà.
Ouais, non, mais voilà, c'est complexe, quoi. Mais heureusement, grâce à la protéomie qui est à microdissection. C'est-à-dire que il y a un moment, tu te dis, j'ai pas forcément, bon, j'ai fait ma microdissection à tel endroit, ou j'ai fait mon immunomarquage comme ça. Alors quand tu fais l'immunomarquage, qui est une zone qui est vraiment négative, bon, tu te dis, il y a peut-être et l'autre très positif, tu te dis, voilà, il va y avoir quelque chose. Mais après, c'est pas si évident, on pense pas forcément à faire sur les deux zones. Et d'après ce que je comprends, il te dit, bon, ben voilà, s'il y a quelque chose d'incohérent, si on se rend compte que cliniquement il y a quelque chose d'atypique, on repart sur la biopsie. Mais je vois pas autrement. Mais en tout cas, ils ont sorti 9 cas. Mais là, en simultané, ouais. Et donc, il y a simultané au même moment, on peut avoir deux amyloses. Donc, nous, on a déjà vu des myélomes avec gammapathie avec une amylose TTR cardiaque. Bon, alors, il faudra peut-être qu'on fasse la protomique parce qu'il y a peut-être aussi de l'amylose AL dans le cœur, mais c'était amylose TTR qui était sortie. Je crois tu nous avais fait la protomique, c'était une amylose TTR. Et on avait un myélome, ouais. Et puis là, ce que tu décris, c'est effectivement un patient lambda qui a une amylose AL, enfin un patient X qui a une amylose AL, et puis qui développe après une amylose TTR. En fait, l'amylose TTR, c'est tellement fréquent que c'est pas illogique d'avoir des combinaisons. Ils ont ressorti là aussi. Récemment, ils ont refait un papier pour toujours les mêmes, la maillot, là, pour dire que c'est pas parce qu'on a une gammapathie monoclonale qu'on a une amylose AL. Ils ont ressorti toute une série d'amyloses ATTR, je ne sais plus, genre 300 personnes, toujours un chiffre impressionnant. Il y a 30% de leurs patients qui avaient une gammapathie associée. Et gammapathie type MUS, évidemment, le myélome, c'est moins de 10%. C'est énorme, énorme. Ça dépend des séries. Eux, ils ont, effectivement, parce qu'ils ont un biais de recrutement, ils ont mis 39 même. Il y a deux séries, il y a 30-39. Nous, je crois qu'on est à 13 ou 15% de wild type qui ont une gammapathie. Oui, ça reste une pathologie fréquente.